Le président ghanéen reçu par le chef de l'État, John Dramani Mahama, est en Côte d'Ivoire pour participer au Africa CEO Forum. Il a tenu, avant d'y aller, à apporter soutien et réconfort à son homologue après donc le drame de dimanche dernier à Grand-Bassam. 19 morts et une vingtaine de blessés dans l'attentat de Grand-Bassam. Le principal suspect a été identifié, il s'appelle Kunta Dalla. L'annonce a été faite ce matin par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui co-animait une conférence de presse ce matin donc avec le procureur de la République. Et puis, journée noire pour la Belgique, des explosions à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles ont fait au moins 34 morts, plus de 200 blessés. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Le pays est en alerte maximale. Et puis, deuxième jour de l'Africa CEO Forum, l'événement réunit près de 800 participants venus de 63 pays. Deux invités et non des moindres ce matin, les présidents ivoiriens et ghanéens, Alassane Ouattara et John Dramani, ont exposé leur vision de l'économie africaine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. On démarre tout de suite en images avec cette rencontre. Le PDG de la société Overseas Private Investment Corporation est à Abidjan pour l'ouverture de son premier bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle a été reçue par le président de la République, le président Alassane Ouattara, Madame Elisabeth Littlefield, est venue faire le point des actions de développement menées par cette société américaine de promotion des investissements privés à l'extérieur. Le président ghanéen, reçu ce mardi par le chef de l'État, John Mahama Dramani, est en Côte d'Ivoire pour participer au Africa CEO Forum. Mais avant d'y aller, il a été reçu par le chef de l'État, je vous le disais tantôt, il a tenu à lui apporter soutien et réconfort à ces moments difficiles. Le président ghanéen John Dramani Mahama à Abidjan ce mardi 22 septembre pour prendre part à la 4e édition de Africa CEO Forum. Solidaire dans la peine, John Dramani Mahama est venu en marge de ce forum des grandes entreprises africaines apporter son réconfort au peuple ivoirien et soutenir son frère et ami, le président Alassane Ouattara, après les événements tragiques de Grand-Bassam. Je suis venu visiter mon frère, comme vous le savez. Déjà, j'avais envoyé une délégation pour le visiter suite à l'événement triste qui s'est passé à Grand-Bassam pour présenter la solidarité et la compassion de notre pays, le peuple de la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les mêmes personnes et nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous avons aussi échangé sur la sécurité de la sous-région. Vous voyez, la CEDEAO a adopté plusieurs protocoles sur la sécurité. Donc nous avons échangé comment nous pouvons garder cette intégration que nous voulons faire en tant que pays membre de la sous-région. Mais en même temps, il faut savoir comment aussi être plus en vigilance pour ce type d'événements. Donc nous allons voir comment nous pouvons partager l'intelligence sur la sécurité et comment nous pouvons aussi faire la coopération, l'intégration de notre pays. À l'issue de la rencontre, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama se sont rendus ensemble au Africa CEO Forum pour participer au panel présidentiel. Je vous le disais dans les titres, le cerveau présumé de l'attaque de Grand-Bassam le 13 mars dernier a été identifié. Son nom est Kunta Dalla. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. C'était dans la mi-journée. Ahmed Bakayoko qui était face à la presse. Il co-animait une conférence avec le procureur de la République, Adou Richard. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est Kunta Dalla qui est clairement identifié comme quelqu'un qui était au cœur de l'organisation de l'attentat. Dans les personnes arrêtées, il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui l'ont hébergé, qui étaient en lien direct avec lui et avec la situation. C'est le principal suspect de l'attentat terroriste de Grand-Bassam.
Après cette conférence de presse, Kounta Dalla sera certainement l'homme le plus recherché de Côte d'Ivoire et même en dehors du pays dans le cadre de l'enquête. 15 autres personnes ont par ailleurs déjà été interpellées. Les investigations menées grâce à l'arsenal ayant servi à l'attaque ont permis de localiser d'autres complices. L'exploitation de ces scellés-là nous ont permis d'aboutir à l'identification et à la traçabilité de certaines personnes qui ont participé donc à ces faits. Et ainsi, le juge d'instruction qui est en voie de saisine déjà, on avait déjà saisi celui de Bassam, mais celui d'Abidjan est déjà en train de confectionner des mandats d'arrêt tant nationaux qu'internationaux afin de pouvoir retrouver ces individus. Pendant que l'enquête suit son cours, le gouvernement est à la tâche pour garantir une sécurité efficiente aux frontières et sur le territoire ivoirien. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation, mais à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. Pour ne pas gêner la suite de l'enquête conduite par le parquet d'Abidjan, certaines interrogations des journalistes sont restées sans suite. Toutefois, le ministre Ahmed Bakayoko s'est voulu rassurant quant à la suite des investigations. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que cette conférence de presse montre que vos forces de sécurité, les forces d'intelligence sont au travail. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais qu'à une semaine après un attentat, qu'un pays qui a réagi aussi vite soit capable déjà de cibler ceux qui l'ont fait, mais avec précision, c'est très important. Et moi, je veux féliciter nos forces, je veux féliciter nos collaborateurs et leur demander d'aller plus loin. Aller plus loin pour démasquer les auteurs et complices de l'attentat de Bassam. Dans quelques jours, le parquet procédera à la reconstitution des faits. Il reviendra alors au doyen des juges d'instruction de poursuivre l'enquête. Un reportage signé Michel Digré. Les éléphants footballeurs se préparent pour le match contre le Soudan. Ce sera vendredi 25 mars prochain, 3 jours avant la rencontre. Ils ne sont toujours pas ouverts. C'est que les membres de l'équipe nationale ont tenu à se rendre à Grand Bassam pour saluer la mémoire des personnes disparues lors de l'attentat du dimanche 13 mars dernier. Notez que les recettes de ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2016 seront reversés aux parents des victimes. Voici Mamadou. Les éléphants footballeurs sur les traces de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Avant leur match de ce vendredi 25 mars 2016, Gervinho et ses camarades sont allés s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attaque criminelle survenue sur les plages de la ville de Grand Bassam. En visitant les différents sites, les éléphants footballeurs et les membres de la Fédération ivoirienne de football ont trouvé le mot juste pour les populations ainsi que pour les hôteliers de la première capitale ivoirienne. On était vraiment abattus, mais ça fait du bien de venir sur les lieux et puis de saluer. Écoutez, on avance, on avance. Faut pas montrer aux gens qu'on a peur. Mais écoutez, tout ce que Dieu fait est bon. Cependant, nous sommes endeuillés, mais il faut regarder de l'avant. C'est très important. Et montrer à la Côte d'Ivoire que en dehors de ce qu'on fait sur le terrain, qu'on a un cœur aussi, qu'on soutient la Côte d'Ivoire, même étant de loin, on suit la Côte d'Ivoire à chaque minute, à chaque heure. Et vraiment, on est triste pour ce qui est arrivé. Mais comme je le dis, on avait vécu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, on est dans une autre vie, une nouvelle vie avec la Côte d'Ivoire. On doit toujours continuer à être soudés ensemble, pour pouvoir encore éviter ce genre de choses dans l'avenir. Comme je dis, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. La Côte d'Ivoire est un grand pays fort, béni, et que voilà, c'est ensemble que nous sommes forts. Donc les Ivoiriens doivent être très solidaires, très solidaires. On va essayer de ramener la victoire le vendredi, pouvoir mettre un peu de joie dans le cœur des Ivoiriens. Et voilà, et Yako encore une fois. On sait que ce n'est pas facile, mais on est ensemble, c'est la famille. Les joueurs de l'équipe nationale de football ont fait le tour des hôtels victimes de l'attaque. De l'hôtel Ouaf à la Payotte, en passant par l'État du Sud. Ils ont sillonné une bonne partie de la plage avant de déposer des gerbes de fleurs en mémoire des victimes de cette atrocité.
Et notre pays est secoué par les attaques terroristes. Une journée noire ce jour pour la Belgique. Des explosions à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles ont fait au moins 34 morts et plus de 200 blessés. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Le pays est en alerte maximale. Tout a commencé aux environs de 8 heures. 2 explosions surviennent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. Bilan, 14 morts et des centaines de blessés. S'ensuit une panique générale qui fait elle aussi de nombreux blessés. Il a parlé dans une langue arabe et après j'ai vu une détonation mais énorme. Donc c'était une panique générale. Tout le monde courait de gauche à droite. Moi je suis allé me cacher. J'ai vu les vitres du toit tomber. Puis, près d'une heure plus tard, une station de métro dans le quartier européen essuie une autre explosion qui, elle, a fait 20 morts. L'alerte antiterroriste est relevée à son niveau maximal. Les aéroports bruxellois restent fermés et les vols déroutés. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ces différents attentats qui interviennent quelques jours après l'arrestation en Belgique de Salah Abdeslam, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui avait fait plus de 130 morts. Voilà, c'est un commentaire de Sylvie Touré noté pour être complet sur le sujet et qu'un mouvement de solidarité se met donc en place en ce moment même sur la place de la Bourse à Bruxelles. Des centaines de personnes convergent vers ce lieu, gerbes de fleurs et bougies en main. Dimanche, une marche contre la peur est annoncée. Le Mali a également été la cible hier d'une attaque terroriste. Des hommes armés ont attaqué un hôtel servant de base à une mission militaire européenne, l'hôtel Nord-Sud. Monsieur Bali, propriétaire donc de cet hôtel, est en Côte d'Ivoire en ce moment pour prendre part au CEO Forum Africa. Nos équipes de reportage ont rencontré cette personne. Ce qui s'est produit au Mali est malheureux. En fait, c'est la mission de l'Union européenne qui est au Mali et qui assiste l'armée malienne dans sa restructuration et dans sa formation. Donc ce sont des bâtiments que nous avons mis à leur disposition. Ce sont ces bâtiments-là qui ont connu une tentative d'attaque. On ne sait pas réellement, on n'a pas encore beaucoup de détails, on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. Donc vous avez suivi les nouvelles, apparemment en tout cas il y a une personne qui a été tuée. Est-ce qu'il y a des complices, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur, en dehors bien sûr de ce terrorisme. Il n'y a aucun dégât matériel, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. C'est un acte que nous condamnons bien sûr, c'est un acte qui a été posé pour justement peut-être décourager les partenaires du Mali dans cette voie de la remise à niveau de l'armée malienne. Ce réceptif en fait c'est un camp militaire puisque il y a l'état-major de l'EITM justement qui est là-bas. Toutes les rues adjacentes ont été coupées. Donc ce sont des militaires qui habitent dans ce bâtiment, ce n'est pas des clients ordinaires. Et quand on dit militaire, on pense fortement à sécurité à 100%. Et je pense que d'ailleurs c'est pour cela qu'il n'y a pas eu il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Donc c'est un bâtiment qui est fortement sécurisé. D'ailleurs aujourd'hui, que ce soit au Mali ou ici à Abidjan, on constate un niveau de sécurité très élevé. Aujourd'hui, on est à ce forum, mais tous les hôtels d'Abidjan sont très fortement sécurisés. Je pense que c'est la bonne réponse aussi bien des autorités de nos pays, mais aussi c'est la bonne réponse des hôteliers. Il faut monter le niveau de sécurité pour assurer justement la quiétude de nos clients. Voilà, l'Afrique donc debout face au terrorisme. On écoutait à l'instant Monsieur Mobadek Bali. Il est le propriétaire de l'hôtel Nord-Sud, hôtel qui donc a été attaqué hier au Mali. Deuxième jour de l'Africa CEO Forum, l'événement réunit près de 800 participants, notamment des entreprises et de grandes entreprises africaines venues de 63 pays. 2 invités et non des moindres aujourd'hui, les présidents ivoiriens et ghanéens Alassane Ouattara et John Dramani ont exposé leur vision de l'économie africaine. Abiba Dombele Saoui.
L'actualité en Belgique et au Mali, marquée par les attentats terroristes, a été d'entrée de jeu, abordée par les deux présidents. Déplorant ces actes, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont insisté sur la nécessité pour les États de renforcer leur coopération sécuritaire. Je voudrais présenter mes condoléances et ma compassion au peuple malien, au peuple belge, après ce qui est arrivé hier soir et ce matin. Vous savez, ce terrorisme est une situation globale. Je crois que tous les pays, tous les continents sont concernés. La coordination, la coopération sont des éléments essentiels, mais également la volonté nationale, l'organisation des services de sécurité, des services de renseignement. Et nous avons un défi plus important, c'est au plan régional. Au plan régional, à partir du moment où, évidemment, nous avons sur certaines parties du territoire, dans certains pays, où ces terroristes sont installés, que ce soit le Nord Mali, vers le Niger, le Nigeria et bien sûr des pays proches, le Tchad et autres, avec Boko Haram. Ceci rend difficile la situation pour l'ensemble des pays voisins et des pays de la sous-région. Donc c'est un défi régional, mais il ne faudrait pas que cela nous empêche d'avancer dans notre volonté d'intégration régionale, car nos pays sont tout de même en de faibles populations, en dehors du Nigeria, de territoires assez limités, moins de 400-500 000 km², et nous avons besoin d'espaces plus larges, de plus de population, de plus de consommateurs, de plus de jeunes au travail. Et ça, c'est donc un défi. Il ne faudrait pas que ces actes nous amènent à renoncer à cette volonté d'intégration. Pour en venir au débat du jour, les deux chefs d'État n'ont éludé aucun sujet économique, notamment celui relatif au ralentissement de l'économie mondiale. Est-ce que le ralentissement de l'économie chinoise aura un impact singulier sur l'économie africaine? Certainement, ça aura un impact sur l'économie mondiale et donc sur l'économie africaine. Mais il y a également de grands marchés, de grands pays comme l'Inde et l'Europe continue de s'intéresser à l'Afrique. Mais ce que nous devons faire au plan africain, c'est d'avoir une bonne visibilité, une bonne vision économique et des objectifs que nous voulons atteindre, quelle que soit l'évolution donc de l'économie mondiale. Et être préparé au choc extérieur. Abordant les défis du développement économique dans leurs pays respectifs et sur le continent, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama misent sur la transformation des matières premières, notamment le cacao, dont la production dans les deux pays pèse pour 60% de la production mondiale. Nous avons maintenant, avec la Caisse Café Cacao, beaucoup de ressources. Je ne peux pas dévoiler des chiffres, mais ce n'est pas 100 millions ou 200 millions d'euros que nous avons en réserve, mais c'est des centaines de millions d'euros que nous avons en réserve avec la Caisse Café Cacao. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons décidé que le paysan ivoirien obtiendra, quelles que soient les circonstances, 60% du prix du marché mondial. Et aujourd'hui, le paysan ivoirien, le planteur, a donc 1000 francs le kilo de cacao, ce qui ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire. Et du coup, la production ivoirienne aujourd'hui à 1 800 000 tonnes, 40% de la production mondiale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent ensemble plus de 60% de la production mondiale. Peut-être que, Monsieur le Président, si nous arrivons à faire du beurre et de la pâte de cacao, nous pourrons créer un genre d'OPEP chocolatier. Autre priorité pour le développement du continent, celui de la production énergétique. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de doubler notre production d'électricité d'ici 2020, en 4 ans. La production d'énergie doit être une priorité de la Banque africaine de développement et également du secteur privé. Nous avons de bons taux de croissance, 8-9%. Aujourd'hui, nous avons un déficit PIB de 2,9% en 2015, un taux d'inflation de moins de 2%. Nous avons des taux d'investissement élevés. Nous avons bien sûr beaucoup investi dans le social, l'éducation, la santé. Nous avons investi
l'eau potable maintenant à Abidjan, nous avons une production supérieure à la consommation et ainsi de suite. Nous avons fait un certain nombre de choses pour améliorer le mieux-être des populations. Mais ça, c'est le moyen terme. Sur le long terme, tout cela ne peut évoluer de manière satisfaisante que si nous arrivons à rentrer véritablement dans l'industrialisation, qui permet plus de création d'emplois. Notre priorité, en tout cas pour ce deuxième mandat, pour moi, ce dernier mandat, c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure d'accélérer le processus d'industrialisation, en commençant par l'agro-industrie, en commençant par les industries faciles, les textiles, bien sûr l'industrie minière, et cela demande une production d'énergie de manière plus importante. Les enjeux de l'intégration sous-régionale, le partenariat sino-africain ou encore le respect des engagements de la COP21 par les pays africains. Sur tous ces sujets, les deux présidents affichent une convergence de vues, rassurant ainsi les hommes d'affaires africains sur la volonté des gouvernants de faire du secteur privé un acteur majeur du développement du continent. Et je vous propose d'autres réactions au sortir de ce deuxième jour de la rencontre. Ils ont également parlé de la croissance inclusive, un concept en fait qui nous est cher, en indiquant bien évidemment que cette croissance importante qu'un pays comme la Côte d'Ivoire connaît depuis quelques années a un impact au niveau social sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'électricité, sur l'éducation qui se généralise. Donc, partir des concepts macroéconomiques pour arriver vers des sujets de microéconomie qui concernent la vie des citoyens. Et je pense que ça a été brillamment présenté par les deux présidents. Il y a eu des messages forts à l'endroit du secteur bancaire par rapport à la flexibilité que nous devons avoir pour accompagner les entreprises. C'est d'avoir un secteur bancaire et financier élargi et profond qui permettent en fait de pouvoir soutenir la croissance inclusive. Ce que je retiens, c'est quand même assez rare de voir des pays qui ont des taux de croissance aussi élevés. La Côte d'Ivoire, pour reprendre le mot des deux présidents, est vraiment une région qui est en forte croissance et qui est empreinte véritablement d'espoir. Je pense que c'est deux chefs d'État qui ont compris que cette croissance-là doit être inclusive. Ce n'est pas au niveau du discours, mais c'est au niveau des faits. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement en fait, marqué, c'est le prix aux producteurs, en fait, au niveau des producteurs de cacao. Non seulement le prix fixé à 1000 francs le kilo, mais aussi un prix garanti à 60% au moins du cours mondial. Deux pays frères, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui finalement s'accordent sur des choses telles que leur politique pour l'agriculture, l'énergie. Ce panel a été instructif. Les présidents ont mentionné le fait que même si économiquement, financièrement, on a l'impression que les pays de l'Afrique de l'Est ont des projets beaucoup plus intéressants au niveau régional. Ici, au niveau de notre Afrique de l'Ouest, nous avons quand même ce socle politique et social que nous sommes en train de mettre en place. La CEDEAO, c'est quelque chose qui est réel. Grâce à leurs initiatives, grâce à leurs projets, dans ce sens-là, demain, nous les autres qui arrivons, les jeunes leaders, auront beaucoup plus de facilité à mettre en œuvre nos projets. Et toujours à la faveur de cette rencontre des investisseurs et autres hommes d'affaires, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan multiplie les rencontres. Une délégation d'hommes d'affaires japonais, le directeur général du groupe Ecobank et une autre délégation américaine se sont succédés à son cabinet. Compte rendu, Francis Boifo. La série d'audiences du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a commencé ce matin avec la délégation de la Société financière internationale, SFI. Cette mission a saisi l'opportunité pour traduire son soutien à la Côte d'Ivoire. Il y a des projets dans le secteur de l'énergie encore. Il y a d'autres projets dans le secteur de l'agro-industrie et nous sommes toujours à l'affût d'autres projets. Donc nous continuons à soutenir non seulement les opérateurs privés mais aussi le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Après la SFI, c'est une délégation japonaise qui a été reçue par Daniel Kablan-Duncan. Il a fait une large communication sur l'amélioration du climat des affaires
avant de laisser des ministres du gouvernement répondre aux questions des opérateurs économiques japonais. Le gouvernement du Japon va soutenir la croissance économique de la Côte d'Ivoire à travers le APD et de public de développement. Surtout, on est en train de faire une étude sur l'aménagement de la port autonome de Abidjan. Et deuxièmement, le secteur privé du Japon envisage d'investir dans ce pays. S'agissant toujours d'investissement, le groupe Ecobank a rassuré le chef du gouvernement du maintien de ses installations à Abidjan et de sa volonté de poursuivre ses investissements en Côte d'Ivoire. Avant ces différentes rencontres, c'est une délégation d'hommes d'affaires américains qui était chez le Premier ministre. Au cours des entretiens, la mission a annoncé l'ouverture d'un bureau chargé de la promotion des investissements privés à l'étranger en Côte d'Ivoire. En Afrique, en 2015, les investissements jusqu'à 2 milliards 600 millions de dollars l'année dernière, dont la moitié était dans le domaine de l'énergie. Mais très peu de ces investissements ont été dans l'Afrique de l'Ouest, pour les raisons historiques et linguistiques, si vous voulez. Et nous aimerions voir un peu ces investissements sur l'Afrique de l'Ouest monter. Nous pensons qu'on peut cibler, disons, entre 400 et 500 millions de dollars d'investissement ici 3 ans. Ce ballet d'hommes d'affaires et d'investisseurs chez le Premier ministre a lieu en marge de la tenue de Africa CEO Forum. L'eau, source de vie, le précieux liquide est à l'honneur ce 22 mars. C'est à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. En marge de cette célébration, la Côte d'Ivoire lance la 2e édition de la Semaine nationale de l'eau. Malik Koulibaly et Franck Wadio nous en parlent. 1,5 milliard de personnes sont employées directement ou indirectement dans les secteurs liés à l'eau. L'eau, créatrice d'activités. Une raison pour la communauté internationale de célébrer la présente journée sous le thème « L'eau et l'emploi ». La célébration de cette journée afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable de cette ressource naturelle. Selon l'UNICEF, 82% de la population a accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Derrière ce chiffre jugé encourageant se cachent des informations moins réjouissantes, notamment les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, où près d'une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Les manifestations de la Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau vont permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre le programme national de développement d'un tissu productif compétitif. Le gouvernement, dans l'optique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, projette de mettre en œuvre le programme national de développement, le PND 2016-2020, pour le développement d'un tissu productif compétitif, créateur de richesses et d'emplois. L'eau est de ce fait un facteur essentiel du développement socio-économique durable. Il ne fait nul doute que l'eau joue un rôle capital dans les progrès accomplis à l'égard de chaque catégorie d'objectifs de développement. La Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau édition 2016 se tiennent conjointement autour du thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Quelle contribution du secteur de l'eau à la création d'emplois et de richesses? Des nouvelles du Niger pour terminer, ce sera en images. Mamadou Issoufou, réélu avec 92,49% des voix au second tour de la présidentielle. Selon les résultats communiqués par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, son adversaire, Ama Amadou, lui, s'en est sorti avec 7,51% des voix. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.